C'est un sujet qui ne manquera pas d'être au cœur des médias, notamment des préoccupations, on le sait. On en a parlé 2 secondes, en tout cas Xavier l'a mentionné, il y a un sujet qui est un peu sous-entendu, implicite, pardon, qui est celui de l'actualité juridique et réglementaire qui va quelque part aussi guider l'avenir de ces réflexions. En la matière, les sujets sont nombreux, qu'il s'agisse de la consultation publique de la CNIL sur l'écosystème mobile, qu'il s'agisse du rôle croissant des activistes ou des lanceurs d'alerte, ou encore des attentes quant au Privacy Shield 2, ou encore au rôle du Digital Market Act pour les annonceurs. En l'occurrence, il n'est pas toujours aisé d'avoir une vision précise de l'état des lieux en la matière. C'est pour cela, Jean-Baptiste vous l'a dit tout à l'heure, que l'UDECAM a invité Férouz Masmi Dazi, avocate spécialisée en droit de la concurrence et associée de Dazi Avocat. Bonjour maître. À vous la parole, je crois que c'est comme ça qu'on dit chez vous. Vous vous mettez où vous voulez, pupitre si vous voulez. On n'a plus de micro ici, donc vous serez mieux ici. Bon, c'est un peu formel, mais vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci tout d'abord à l'UDECAM pour cette invitation à vous faire part de l'actualité juridique dans votre secteur. Elle est extrêmement riche, mon temps est compté, donc je vais être extrêmement brève. Je voudrais que vous ressortiez de cette présentation avec 4 faits importants, 4 faits qui vont être structurants dans l'actualité de 2023, et d'ailleurs qui ont été mentionnés dans la table ronde qui m'a précédée. Voilà. Le premier fait important, c'est que début 2023, il s'est produit un possible changement de paradigme dans l'approche du fonctionnement concurrentiel des marchés numériques dans lesquels vous agissez. Ce changement, il est lié à l'approche qui est adoptée désormais par, en tout cas, ce président américain, qui, dans son discours sur l'état de l'Union le 7 février dernier, a dit, je cite en anglais, « Capitalism is without competition is not capitalism, it is exploitation ». Ce qui est intéressant dans cette phrase qui est extraite de son discours sur l'état de l'Union, c'est que, d'abord, c'est la première fois depuis 1979 qu'un président américain parle du droit de la concurrence, en tout cas de concurrence et du fonctionnement des marchés, ce qui signifie, je dirais, une volonté politique de entendre peut-être ce que le monde entier a mis en exergue, c'est-à-dire des possibles dysfonctionnements concurrentiels, en tout cas des sujets concurrentiels posés par des entreprises américaines notamment, en tout cas pour ce qui le concerne, et dont il souhaite se préoccuper de manière très très active. Donc je ne vais pas aborder tous les contentieux et les initiatives en lien avec cette nouvelle volonté politique, en tout cas affichée de la part du président américain. Vous savez qu'elle est extrêmement riche. Au cours des 5 dernières années, il y a eu une démultiplication des actions à travers le monde sur différents sujets. Il y a eu des initiatives réglementaires aussi. En Europe, on est souvent les premiers à produire des normes. On a produit le Digital Market Act, j'y reviendrai très rapidement. Aux États-Unis, il y a eu une myriade de propositions de loi qui ont été évoquées, jamais adoptées. Donc voilà, j'entends les espoirs qui ont été fondés dans ce changement. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui pourrait aller dans un sens qui est favorable aux intérêts, le cas échéant, des éditeurs, des annonceurs, des agences, notamment européennes. Mais il faut bien avoir l'esprit que le sujet, et c'est l'objet de cette phrase dans le discours sur l'état de l'Union, c'est un sujet existentiel pour les Américains. Le capitalisme, c'est un élément existentiel et d'exportation du modèle américain. Donc rien n'est moins sûr. Rien ne nous dit que les conclusions de ces analyses et de cette volonté politique seront favorables à d'autres que les Américains. Donc ça, c'était une petite observation. Nous verrons bien ce qui résulte de ces actions. Mais c'est un changement important et il faut en tenir compte. Deuxième fait important pour 2023, encore sur les relations transatlantiques, vous avez mentionné le Privacy Shield 2. Donc où en est-on? Eh bien, ce texte
qui pour l'instant est en suspens et dont vous savez tous qu'il crée, que cela crée une incertitude juridique majeure pour les entreprises, eh bien, il est en attente, puisque l'executive order a été signé par côté américain, il est en attente de la fameuse décision dite d'adéquation de la Commission européenne. Donc, à ce sujet, je dirais les nouvelles sont, entre guillemets, classiques. Tant qu'elle n'est pas adoptée, eh bien, elle est en cours de fabrication. La Commission européenne attend l'avis de l'EDPB, donc l'European Data Protection Board, qui émettra très certainement un certain nombre de réserves, notamment pour tenter de minimiser le risque que cette nouvelle décision soit contestée par un activiste bien connu, avocat autrichien par ailleurs, et surtout pour minimiser le risque que, encore une fois, cette décision puisse être invalidée. Voilà, et ça porte notamment, par exemple, sur les garanties supplémentaires qui pourraient être sollicitées par les CNIL nationales et que Max Schrems avait pointé notamment dans sa deuxième salve d'action contre le Privacy Shield. Voilà, donc il est à peu près certain que le DPB rendra un avis dans lequel il émettra un certain nombre de réserves et qu'il sera assez conservatoire dans son approche. Conservateur, pardon, dans son approche, pardon, je pensais aux mesures conservatoires. Et voilà, après, en termes de calendrier, ce qui est un élément très important pour vous, en termes de calendrier, dans la mesure où on n'est pas sur une procédure législative qui implique le trilogue, a priori, c'est un processus qui peut être relativement court. On pourrait espérer une décision d'adéquation avant l'été. Ça va dépendre évidemment de l'avis de la VPB, de l'EDPB, ça va dépendre de l'intégration de ces réserves ou non, et de la position des États membres qui n'ont encore une fois pas beaucoup de marge de manœuvre dans cette procédure dans laquelle c'est la Commission qui prend la décision d'adéquation, qui en prend la responsabilité, qui ultimement a le dernier mot sur les choix qu'elle opère. Donc voilà, ça c'est le deuxième fait important à suivre en 2023. Le calendrier d'adoption de cette décision d'adéquation sur le terrain du Privacy Shield. Troisième élément important et qui est en lien en réalité, puisque ça souligne le rôle très très important, très structurant des activistes aujourd'hui, c'est effectivement l'actualité 2023. Quel est je dirais le thème de l'année 2023 pour les autorités de régulation, qu'elles soient de concurrence ou de privacy? Eh bien, c'est peut-être une coïncidence tout à fait heureuse, mais en fin d'année dernière, None of Your Business annonçait lors d'un événement de l'IAB que son agenda 2023 allait être très marqué en termes de priorité par les écosystèmes mobiles et applicatifs. Il se trouve que c'est aussi la priorité 2023 de la CNIL, qui vient de lancer, comme ça a été mentionné, qui a lancé il y a quelques semaines une consultation publique dont elle a prorogé d'ailleurs la fin pour permettre à tout le monde et au plus grand nombre d'y participer, une consultation publique sur les écosystèmes mobiles et les écosystèmes applicatifs en particulier. Voilà. Pourquoi cette consultation est intéressante? Parce que c'est la première fois que la CNIL se propose d'appréhender vos problèmes ou les sujets de privacy autrement que, je dirais, en silo, c'est-à-dire dans son domaine pur de compétences, mais en tenant compte de paramètres dans lesquels ces compétences s'insèrent. Autrement dit, le contexte économique dans lequel ces décisions sont prises et mises en œuvre. Donc ça, c'est un premier point qui est très important à avoir à l'esprit parce que autant l'autorité de concurrence en France a l'obligation et l'a fait à solliciter la CNIL dans le cadre notamment de la procédure ATT et consulte, je dirais, les autorités spécialisées assez fréquemment, autant la CNIL ne l'avait pas forcément encore fait. Et ça, c'est un basculement dans l'appréciation des problématiques de privacy qui peut être favorable, entre guillemets, c'est-à-dire qui peut tenir compte de toute la complexité, de la multiplicité des acteurs, de l'interdépendance entre les différents opérateurs de l'écosystème. Mais toute cette complexité, pour que la CNIL puisse en tenir compte de manière pertinente, percutante dans ses décisions, il faut qu'elle en soit informée. Donc c'est très important, et je me permets de vous inviter à le faire si vous ne l'avez pas encore fait, de répondre à cette consultation. Parce que comme dans le mythe de la caverne, eh bien, la CNIL ne verra que ce qu'on lui a donné à voir. Donc si vous ne portez pas à sa connaissance vos préoccupations, votre manière de faire votre business, ce qui est essentiel pour vous,
ou pas, et dans quelles conditions, et vos rapports avec les autres opérateurs de l'écosystème, eh bien la CNIL ne le saura pas, ou ne le saura pas bien, ou sera peut-être amenée à prendre des décisions qui sont contre-intuitives par rapport à votre business. Donc c'est très important, et l'Alliance Digitale notamment y répond à cette consultation. Beaucoup d'autres associations y répondent, mais il y a des questions très précises aussi sur le coût, par exemple, de la conformité à la privacy, que seuls vous, les entreprises, êtes en mesure de connaître et sur lesquels vous êtes en mesure d'apporter des informations à la CNIL. Et c'est un exercice que je vous invite à faire parce que ça contribuera à une meilleure compréhension mutuelle. Voilà. Mais la CNIL n'est pas la seule à cibler l'écosystème mobile et les écosystèmes applicatifs. On a un rapport qui vient d'être rendu par l'autorité de concurrence japonaise sur ce thème-là, le 8 février dernier. On a aujourd'hui même une audience qui est tenue par la Commission européenne dans une affaire concernant Apple sur la capacité d'utiliser des paiements alternatifs. Donc vraiment, 2023, c'est l'année de l'écosystème mobile et des environnements applicatifs. C'est donc l'année où, je dirais, structurellement, toutes les visions des différentes autorités, quel que soit leur domaine de compétences initiales, vont, si ce n'est converger, du moins tenter de converger. Donc la question, c'est, elles vont converger vers quoi Et vous avez la capacité, dans le cadre de ces consultations publiques, si ce n'est d'influer sur le sens dans lequel les autorités iront, du moins de porter à leur connaissance des informations qui sont essentielles pour qu'elles conduisent leur mission, je dirais, correctement, et surtout en reflétant la réalité du business et de vos difficultés respectives. Dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le DMA. Comme vous savez tous que le DMA a été adopté en fin d'année. On ne sait pas vraiment, je dirais, ce qu'il contient. Il y a beaucoup de choses. On a parlé du self-referencing. Bon. Je me suis dit que, compte tenu de l'audience du jour, c'était intéressant de vous indiquer qu'il y a 2 dispositions très importantes dans le DMA pour les annonceurs et pour les tiers autorisés par les annonceurs, autrement dit les agences. Il y a un article 5 dans le Digital Market Act qui vous octroie, vous, annonceurs et tiers autorisés par les annonceurs, à obtenir quotidiennement et gratuitement, de la part de ceux qui seront désignés des contrôleurs d'accès, donc les gatekeepers, des informations sur les prix et frais, déductions faites des ristournes ou des suppléments qui sont appliqués, des prix des annonces qui sont diffusées. Vous avez également le droit d'obtenir une information sur le revenu que tire l'éditeur ou les éditeurs sur la diffusion de cette annonce dans leur inventaire. Et sous réserve de leur consentement, et s'ils n'y consentent pas, le contrôleur d'accès vous donne un revenu moyen, voilà, qui ne pose pas problème à l'éditeur. Vous avez également la possibilité, toujours dans ce même article 5, d'obtenir les mesures quantitatives qui sont utilisées par ce gatekeeper pour réaliser ces calculs. Donc ça, c'est un premier corpus de droits que le DMA vous octroie. Alors, il le reconnaît, peut-être qu'auparavant, il existait quelque part, mais là, il vous est reconnu, ce droit. Deuxième catégorie de droits dont vous bénéficiez, les annonceurs et les tiers autorisés par les annonceurs. Vous avez le droit, grâce à l'article 6 du DMA, de solliciter, donc à votre demande, là pour le coup, ce n'est pas quotidiennement, mais à votre demande, vous avez le droit d'accéder aux outils de mesure d'audience qui sont utilisés par le gatekeeper en question. Cet accès, il doit être exploitable, autrement dit, un accès qui ne vous permettrait pas véritablement d'opérer des vérifications indépendantes avec vos propres outils, qu'ils soient internes ou externes, ce n'est pas considéré comme conforme au DMA. Mais donc c'est un deuxième droit qui est assez important, enfin qui pourrait avoir un potentiel assez important, et qui vous est octroyé, je veux dire, explicitement. Vous êtes explicitement visés comme des destinataires de ces 2 catégories de droits. Donc je vous inviterai, le moment venu, puisque nous sommes à une phase pour l'instant où les gatekeepers doivent être désignés comme tels sur certains services sur lesquels ils occupent cette position,
eh bien, le moment venu, à vous saisir de ces 2 catégories de droits pour en revendiquer le bénéfice. Et le cas échéant, et là aussi le DMA contient une disposition qu'il qualifie d'anti-contournement, vous pourrez, le cas échéant, si cet accès n'est pas exploitable, si cet accès n'est pas lisible, si cet accès est trop lourd, eh bien, faire remonter ça à la commission ou le cas échéant à des autorités nationales. On verra qui sera l'interlocuteur désigné. Pour l'instant, ce n'est pas défini, ni au niveau national, ni au niveau de la commission, même s'il y a une équipe DMA maintenant qui est constituée à la commission. Eh bien, il faudra vous saisir de cela parce que ce sera peut-être pas la solution absolue à tous vos problèmes de transparence, mais voilà, c'est un progrès qui est réalisé pour vous. Voilà. J'en ai fini. Je vois que il est temps. Merci beaucoup pour cette vision à la fois globale et très synthétique. C'est vrai que les sujets étaient nombreux et il était important d'en faire le tour.